L'année 2025 commence dans un épais brouillard politique et vous allez voir, pas seulement en France. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Bonne année, tous mes voeux. Belle année à toutes et à tous. Bon, qui commence avec un brouillard politique. Est-ce qu'on peut dire un brouillard politique sans précédent qui touche la France et pas seulement la France? Moi, ce qui me frappe, c'est que c'est effectivement sans précédent. Quand vous regardez tous les grands pays, ils sont tous dans des situations politiques qui sont illisibles. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir. On peut prendre, voilà, dans l'ordre que vous voulez, on commence par les États-Unis. Évidemment, Trump va prendre le pouvoir dans moins de 2 semaines. Pour tout le monde, quasiment aujourd'hui, enfin, c'est un peu le sentiment qui se dégage, il ne va pas appliquer son programme. L'article hier du Financial Times disait que potentiellement pour adoucir un petit peu ces droits de douane. Les droits de douane, c'est extraordinaire. Il y avait 2 grandes propositions de Trump. C'était on va remonter les droits de douane, 10% pour tout le monde et 60% pour les Chinois. Et puis l'autre grande proposition, c'était sur l'immigration. Depuis que Donald Trump a été élu président, avant même qu'il ne rentre à la Maison-Blanche dans un peu moins de 2 semaines maintenant, quand vous regardez, il a commencé par dire ben non, finalement, on va mettre des droits de douane beaucoup plus élevés sur les voisins, le Canada et le Mexique. Et puis, il y a eu des rumeurs, je crois avant-hier, dans le Washington Post qui disait non, finalement il va négocier avec tel et tel pays. Donald Trump a aussi dit ah ben non, l'Europe, on va pas faire des droits de douane à condition qu'ils nous achètent plein de pétrole et de gaz. Il y a eu un démenti suite à ce qu'a dit Washington Post. C'est totalement imprévisible les intentions de Donald Trump en matière de droits de douane aujourd'hui. Personne n'est en mesure de dire ce qu'il va faire. C'est important même les droits de douane. Il comptait récupérer des centaines de milliards de dollars d'impôts comme ça. Ça conditionne donc les autres composantes de son programme politique. Donc, droits de douane, promesse phare de son programme, sur lequel il n'a pas cessé d'insister pendant près d'1 an. Aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il va faire. Et c'est pareil sur toutes les composantes de son programme. Si vous prenez d'ailleurs, si vous dites qu'il va appliquer tout son programme, on va avoir une vague d'inflation sans précédent aussi aux États-Unis. On en a parlé, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Et donc, il ne va pas faire. Il va être extrêmement pragmatique. Donald Trump est avant tout un deal maker. C'est quelqu'un qui fait des deals, qui négocie. Et l'issue des négociations, évidemment, c'est totalement imprévisible. Et donc, politique budgétaire, politique monétaire, politique et de change, politique douanière, politique du travail, brouillard absolu aux États-Unis. Et le fait qu'il était président auparavant, normalement, on pourrait dire on sait comment il va faire, il l'a déjà été. Non, ça rend la chose encore plus illisible. Donc voilà, ça c'est pour les États-Unis, tout de même première puissance économique mondiale. Oui, la deuxième ou pas loin, c'est la Chine. Il y a l'Europe aussi, mais on parlait de la Chine. Il y a un brouillard vraiment politique en Chine. Xi Jinping tient fermement la barre à Pékin. Il peut mener la politique économique qu'il souhaite. Oui. Alors, il tient effectivement, politiquement, c'est très très tenu, à tel point que ça étouffe un peu l'économie. On l'a bien vu dans le numérique, où Pékin a repris les rênes de manière assez violente, mais c'était déjà il y a plusieurs années. Non, l'incertitude là vient de que peut faire sur le plan économique un gouvernement qui est un gouvernement très puissant, mais un gouvernement très puissant, il ne peut pas empêcher, par exemple, une bulle immobilière d'exercer des effets absolument désastreux quand elle explose. Donc, en Chine, ils ont évité qu'elle explose, mais du coup, on a une implosion, on a une situation immobilière qui est inextricable. On avait dit que la Chine avait beaucoup regardé ce qui s'était passé au Japon il y a 30 ans, quand la bulle immobilière avait explosé au Japon, et on voit qu'ils essaient d'éviter ce qui se passe au Japon, mais ils n'arrivent absolument pas à endiguer les effets, notamment sur le moral des ménages, qui est extrêmement bas en Chine. Donc brouillard économique en Chine. Voilà, donc sur l'immobilier, et puis aussi sur... comme on n'arrive pas à faire consommer les Chinois, parce que les Chinois sont inquiets, et ils sont déprimés, on veut faire de l'exportation massivement, mais l'exportation massivement, on voit bien aux États-Unis et en Europe que ça va se heurter à des résistances de plus en plus fortes. Donc que va être l'axe majeur de la politique économique chinoise dans les mois à venir? Là aussi, totalement impossible de dire. États-Unis, Chine, évidemment l'Europe.
On pense d'abord à la France et à l'Allemagne, déjà, qui sont tous deux déjà plongés dans une crise politique. Qu'est-ce qu'il y a de pire d'ailleurs, ce qui se passe en France ou ce qui se passe en Allemagne? Je ne sais pas ce qui est le pire. Ce qui est certain, c'est que là encore, l'horizon politique à plusieurs mois est totalement imprévisible. On a des élections anticipées. On a eu des élections anticipées en France l'an dernier. On pourrait en avoir à nouveau cette année. On en a en Allemagne. En Allemagne, c'est très peu fréquent qu'il y ait des élections anticipées suite à une rupture de coalition. Donc, si vous regardez au niveau, à l'échelle européenne, on a voté aux élections européennes l'an dernier, il y a une majorité, on a une majorité de coalition qui s'est dégagée. On voit que les commissaires ne correspondent pas à cette majorité de coalition, puisqu'on a des commissaires qui viennent de partis de tendances politiques qui sont extérieures à la coalition qui va en principe dominer le Parlement européen. Donc, France, incertitude majeure, motion de censure, dissolution, etc. Allemagne, rupture de la coalition. Europe, absence d'alliance claire et donc la ligne que va vouloir appliquer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va tanguer entre les partis qui sont dans une coalition fragile et qui pourrait se reformer en enlevant un bout et en rajoutant un autre. Et si vous regardez les autres pays, l'Espagne, on a un gouvernement qui est extrêmement qui est fragile, qui a été nommé après l'échec du pressenti chef de gouvernement. Il y en a eu un autre qui a été pressenti, qui a finalement réussi à former un gouvernement, mais c'est évidemment fragile. En Belgique, on n'a pas de gouvernement depuis des mois, alors ça arrive souvent, mais on n'a même pas de gouvernement depuis des mois. Et curieusement d'ailleurs, pardon, c'est un pied de nez de l'histoire, là où c'est relativement stable, alors que ça n'a pas été souvent, c'est l'Italie. Oui, alors il y a un pays effectivement qui a longtemps, qui a été pendant des décennies le symbole régime parlementaire instable, de l'instabilité politique, qui est l'Italie, qui semble trouver un équilibre, mais c'est à peu près le seul. Autriche, la coalition vient d'exploser. Justin Trudeau, ce qui n'est pas en Europe, mais Justin Trudeau, voilà, Premier ministre canadien qui vient de démissionner hier. Donc on a regardé États-Unis, Chine, Europe, et vous regardez autour. Donc Royaume-Uni, ça semble un peu stabilisé après avoir eu une succession même invraisemblable de premiers ministres conservateurs qui aboutit à une défaite majeure des Tories. On semble avoir un petit peu de stabilité, mais on sent bien que c'est fragile. Le Canada, Justin Trudeau a démissionné hier. Au Japon et en Inde, on a eu des élections l'an dernier qui aboutit à la même chose. Le parti au pouvoir, depuis longtemps, a perdu la majorité absolue. C'est vrai en Inde avec le parti de Narendra Modi, c'est vrai aussi au Japon avec le PLD qui domine la vie politique japonaise depuis l'après-guerre. Il doit maintenant gouverner en coalition. Ces deux pays sont maintenant sous des régimes de coalition, ce qui n'était pas auparavant. Au Brésil, vous avez Lula qui est même affaibli et de plus en plus attaqué par les investisseurs. Vous regardez tous les grands pays. Donc ce brouillard... La Corée du Sud. Ouais. De la 10e puissance économique mondiale, la Corée du Sud. On voit bien ce qui s'est passé avec un président destitué, que le nouveau pouvoir essaie d'emprisonner sans y arriver. Enfin, Donc ce brouillard politique, il est planétaire. On est très ethnocentré en pensant à la France, voilà. Mais en fait, il est planétaire. Alors, on a une fragmentation politique qu'on observe dans pratiquement toutes les démocraties. Ça, y a pas c'est absolument frappant. Et donc, une instabilité politique comme on n'en a jamais eu dans l'histoire, simultanément dans tous ces pays. Et donc la question qu'on se pose, et c'était long mais c'était passionnant de faire ce préambule pour dire derrière, on pense aux agents économiques, aux ménages, aux entreprises, comment on fait tous et toutes pour naviguer dans ce brouillard épais. La tentation évidemment c'est de reporter l'achat d'une voiture, d'une maison pour une entreprise, de lever le pied sur l'investissement, sur l'emploi, sur les projets. Oui, c'est évidemment, quand vous êtes sur un bateau que vous ne voyez pas à 3 mètres, le réflexe c'est de dire on arrête, on se met, et de toute façon il n'y a pas de vent quand il y a beaucoup de brouillard, donc il n'y a pas besoin de se mettre à la cape, mais on s'arrête, et on attend de voir ou de pouvoir voir. Dans les entreprises c'est exactement pareil, du moins il y a exactement la même tentation. Mais si vous regardez le monde des entreprises, il continue d'avancer à toute allure.
on a la révolution numérique, on a les interrogations sur la révolution, la transition écologique et énergétique. Il y a des choix absolument majeurs à faire. Si les constructeurs automobiles européens aujourd'hui disent on va arrêter, on va attendre de voir ce qui se passe sur les batteries, sur la réglementation avant d'investir et avant de développer de nouveaux modèles, ça va être la catastrophe, peut-être encore plus que ce qui se passe depuis plusieurs mois. Et c'est pareil dans tous les secteurs. On a à la fois un brouillard très dense et en même temps une nécessité d'avancer et d'avancer relativement vite. Vous voyez bien la difficulté. Donc les entreprises doivent continuer à avancer sous peine. Elles doivent continuer à avancer sous peine de se retrouver complètement dépassées, reléguées extrêmement rapidement. Et donc ça veut dire fonctionner avec un mode de pilotage qui est extrêmement souple. Donc alors, ça fait des années, voire des décennies que les cabinets de conseil disent aux entreprises agile. C'est vrai, moi je pense aussi qu'il faut de plus en plus penser en scénario. C'est-à-dire imaginer différentes voies, différents chemins, tout en gardant un cap, mais vraiment imaginer plusieurs façons d'y arriver. Et puis raisonner aussi, autre façon de raisonner, c'est de raisonner en what if, et qu'est-ce qui se passerait si. Et en imaginant des choses qui paraissent inconcevables, on se prépare en fait à réagir à d'autres événements qui peuvent être aussi inimaginables. Et donc on apprend à réagir, on apprend à réorganiser, à recomposer les ressources d'une entreprise, d'une famille aussi. C'est pareil pour la vie personnelle. C'est s'interroger sans arrêt et le faire collectivement, parce que c'est pas de votre cerveau ou du mien que va sortir les scénarios les plus passionnants. C'est d'une discussion collective pour imaginer des choses différentes et voir comment on réagirait si. C'est une attitude, une posture qu'il est absolument indispensable d'avoir désormais. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Bye.